I ho fem en companyia de la doctora Florence Dufournet. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Ça peut aller, mais on ira mieux si on vous écoute un peu. D'accord. Avui el que ens proposa la doctora és com tractar sense medicaments ni psicoteràpia. Parla de revolució de la psiquiatria metabòlica. Pourquoi révolution? C'est vraiment nouveau? Alors Ça change oui de et tout. non, c'est nouveau parce que c'est nouveau qu'on s'y intéresse et qu'on a fait des découvertes récentes sur pas mal de choses au niveau des troubles métaboliques. Les troubles du métabolisme sont très très impliqués dans la dépression, dans les troubles anxieux, par exemple les maladies bipolaires sont plus résistantes et plus instables avec la présence d'un trouble métabolique. Et même ces dernières années, on a même découvert chez les enfants, j'en parlais quand j'étais venue parler du TDAH, que chez la plupart des enfants, on peut retrouver des troubles du métabolisme dans le TDAH, même dans l'autisme. Donc oui, c'est récent, mais non, parce que quand je vais vous donner un petit peu la définition, puis que je vais vous expliquer, finalement, c'est des choses qu'on connaissait, mais que peut-être on a oubliées. Alors peut-être pour mieux comprendre, qu'est-ce que c'est que la psychiatrie métabolique? En fait, nous allons nous intéresser au métabolisme des cellules et notamment au fonctionnement énergétique de nos cellules. Moi, en ce qui me concerne, la psychiatrie, donc des cellules du cerveau, les neurones, et puis plus largement, on va s'intéresser aux interactions des cellules avec les hormones. Donc en pratique, comment ça se passe? Pour essayer de donner un exemple un peu plus parlant, si vous prenez votre cellule comme une voiture, eh bien, nous allons regarder, quand on s'intéresse au métabolisme de la cellule, au niveau de la voiture, on va commencer par regarder le carburant de la voiture. Est-ce que la voiture utilise un carburant qui va avoir tendance à encrasser le moteur, comme c'est le cas si elle utilise trop souvent du glucose? Le glucose encrasse le moteur comme le fioul et le mazout pourraient encrasser un moteur diesel. Et donc, ça ne permet pas un fonctionnement optimal. Ça va diminuer déjà le rendement énergétique, puis ça va provoquer plus de déchets pour la cellule qui, derrière, va falloir qu'elle élimine, qui potentiellement aussi créer de l'inflammation un petit peu dans le corps. Ou versus, est-ce qu'elle utilise un carburant plus raffiné, plus sain, plus naturel, qui sont les graisses, et particulièrement pour les cellules du cerveau, un dérivé des graisses, qui sont les corps cétoniques. On peut regarder aussi d'autres aspects quand on regarde le métabolisme. On peut regarder notamment le moteur. Est-ce qu'il y a suffisamment d'huile pour bien faire fonctionner le moteur? Et là, au niveau du métabolisme, ça va se traduire par regarder s'il y a des carences en vitamines et en sels minéraux. En vitamines, la plupart des vitamines agissent sur le cerveau et surtout les vitamines du groupe B. Toutes les vitamines du groupe B ont une importance capitale pour le bon fonctionnement du cerveau. Et les sels minéraux, eh bien, le zinc et le sélénium ont un fonctionnement capital aussi pour le cerveau. Donc on va regarder cet aspect-là. Et puis troisième aspect qu'on va regarder quand on s'intéresse au métabolisme, ça va être au niveau de l'accélérateur et du frein de votre voiture. Donc pour la cellule, on va s'intéresser à qu'est-ce qui accélère le métabolisme et qu'est-ce qui freine le métabolisme. Et j'ai commencé à en parler, c'est les hormones. Certaines hormones vont avoir tendance à accélérer le métabolisme, comme les hormones thyroïdiennes, qui sont très très importantes en psychiatrie. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que l'un des plus vieux traitements de la psychiatrie et les plus efficaces encore, mais qu'on oublie trop souvent, pour traiter la dépression, c'est quoi ? C'est les hormones thyroïdiennes. L'opothérapie, on donne des hormones thyroïdiennes sans troubles normalement sous-jacents à des personnes pour traiter la dépression, pour accélérer, en fait, on accélère le métabolisme des cellules. Et puis il y a d'autres hormones qui vont avoir tendance à freiner le métabolisme des cellules, par exemple l'insuline, qui va justement agir aussi sur le carburant. Elle va induire l'utilisation du mauvais carburant, qui est le glucose. En étant trop souvent élevé, on va carburer que au glucose. Nos cellules ne vont pouvoir carburer qu'au glucose, puisque l'insuline va bloquer littéralement le déstockage et l'utilisation des graisses. Et puis il y a d'autres hormones qui ont un rôle un peu plus complexe, comme le cortisol, où là, à la fois il accélère et à la fois il freine, c'est-à-dire que le matin, on a un pic de cortisol, c'est physiologique, c'est normal, pour se réveiller, pour se mettre en forme et commencer sa journée. Et puis le soir, par contre, il faut absolument qu'il soit le plus bas possible en fin de journée, parce que sinon, il va inhiber d'autres voies, il va perturber le sommeil, et tout ça, ça va engendrer des problèmes au long cours. Donc voilà, l'étude du métabolisme, c'est ça. Et finalement, pourquoi j'ai parlé de révolution Vous m'avez dit quand vous êtes arrivé, il y a très peu d'informations, même à Internet. Ça doit être vraiment nouveau. C'est ça, il y a peu d'informations, alors que bon, on sait déjà doser les hormones, on sait déjà doser les vitamines. Mais pourquoi c'est une révolution? Si je vous dis maintenant, quasiment tous les traitements en psychiatrie vont cibler un maillon de la chaîne
des problèmes psychiatriques. Pour reprendre l'analogie de la voiture et de la cellule, c'est comme si maintenant votre voiture devait faire des livraisons en Espagne et qu'elle était en Andorre et qu'on avait remarqué qu'elle n'était jamais à l'heure pour faire ses livraisons en Espagne. Et donc on s'est dit, on va essayer d'améliorer ce rendement là parce que ça ne va pas, ça provoque des perturbations et on va agir, mais sur un seul maillon, on va agir sur la douane. Donc son passage en douane, on va essayer de le faciliter, on va lui créer une voie spéciale pour qu'elle n'attende pas. Quand elle passe, on va essayer de la pousser pour qu'elle aille plus vite, qu'elle arrive plus vite à son rendez-vous. Mais le problème, c'est que si votre voiture n'a jamais démarré, elle ne risque pas d'arriver. Et c'est ça le problème des traitements en psychiatrie. C'est-à-dire que maintenant, vous multipliez cette voiture par 100 voitures qui doivent faire leur livraison. S'il n'y en a que 10 qui arrivent sur les 100, vous aurez beau essayer d'améliorer les 10, et c'est ce qu'on fait avec nos traitements, ça ne va pas être révolutionnaire. C'est ça qui explique que la plupart des traitements antidépresseurs, thymorégulateurs, antipsychotiques sont finalement si peu efficaces pour les maladies psychiatriques. Je serais un peu moins sévère avec les psychothérapies que les traitements de la psychiatrie. J'en avais déjà parlé quand j'étais intervenue sur le mindfulness, mais aussi sur le trouble anxieux. Parce que certes, les psychothérapies, elles vont agir sur la chimie du cerveau aussi. Et on sait maintenant que les psychothérapies, elles agissent en modifiant le métabolisme de base du cerveau, en diminuant les taux de cortisol au long cours, etc. Donc elles sont plus efficaces au long terme par rapport aux médicaments, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, le patient va rester quand même dépendant de la psychothérapie. Quand il va arrêter la psychothérapie, il va peu à peu perdre les effets de la psychothérapie. Et on le comprend mieux si on réfléchit d'un point de vue du métabolisme de sa cellule. Si on ne règle pas une carence, il ne risque pas de pouvoir complètement guérir de ça. Et l'autre problème, c'est que les psychothérapies, on ne peut pas les utiliser à la phase aiguë d'une maladie. Quelqu'un qui est en phase aiguë d'un épisode dépressif majeur en stade grave, on ne peut pas faire de la psychothérapie en ce moment-là. Il n'est pas très accessible, de même que quelqu'un qui, au moment d'une attaque de panique, il n'est pas du tout accessible. C'est pas du tout le cas quand on s'intéresse au métabolisme des cellules. Par exemple, les hormones thyroïdiennes, on peut les utiliser à la phase aiguë. C'est pour ça que je vous dis c'est une révolution, mais en même temps, c'est quand même quelque chose d'ancien, parce que c'est quelque chose qu'on connaissait et qu'on a tendance à oublier. Pour vous dire, par exemple, l'autre révolution, je vous ai dit quasiment tous les traitements de la psychiatrie, ils agissent sur le même maillon. Quasiment tous, il y a une exception. Et il y a une exception qui n'est pas des moindres quand on prend la maladie bipolaire. Quel est le médicament le plus efficace dans la maladie bipolaire? Je ne sais pas si vous le connaissez, mais actuellement c'est le lithium. C'est le lithium qu'on recommande en première intention et on n'a jamais, ce petit atome-là, on n'a jamais compris comment il fonctionnait aussi bien dans la maladie bipolaire. Et là, récemment, on comprend depuis quelques années seulement, moins de 5 ans, on découvre son mécanisme qui est très très simple, mais encore fallait-il le mettre en évidence. Le lithium agit sur le métabolisme de l'insuline en restaurant une sensibilité à l'insuline chez les gens qui avaient une insulino-résistance, donc un diabète ou un prédiabète. Le lithium va quelque part mimer le rôle du régime cétogène, qui est un régime sans hydrate de carbone, ou le rôle du jeûne, que ce soit du jeûne prolongé ou du jeûne intermittent. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est à la fois une révolution, mais à la fois non, parce que le régime cétogène, là, on en parle comme si c'était le régime à la mode. Il faut savoir que c'est un des régimes les plus anciens et sur lequel on a le plus de recul. Pour mémoire, il a été créé, inventé par des neurologues dans les années 1920, pour pouvoir traiter... On parle de plus de 100 ans. Et il a été créé dans les années 1920 pour reproduire les effets bénéfiques du jeûne sans avoir à jeûner. Mais donc, depuis Hippocrate, on sait déjà que le jeûne, ça marche bien sur les épilepsies résistantes, notamment. C'est pour ça que c'est des neurologues, entre autres, qui s'y sont intéressés. Et donc, tout ça, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose que, finalement, on savait l'utiliser par le passé. Et si on parle du malade, comment on fait pour observer les pathologies qu'il a? Oui, alors concrètement, quand le patient il vient à ma consultation, il va y avoir une partie de l'entretien où là, il va falloir regarder au niveau du mode de vie ce qui pourrait déjà orienter sur des analyses particulières au bilan sanguin, qui va explorer à la fois les aspects, donc je vous ai dit carentiels, les aspects hormonaux, et puis dans un second temps généralement les aspects plutôt toxiques, mais ça va dépendre de ce que à l'entretien on a pu déceler, si la personne en question est très consommatrice de Nespresso. Et là, je ne vais pas attendre les premiers résultats. Je vais mettre déjà dans le bilan initial le dosage de l'aluminium parce que c'est très, très, très fréquent, l'intoxication à l'aluminium sur une consommation régulière de capsules, tout simplement. Donc là, c'est orienté, mais voilà, dans un premier temps, généralement,
généralement, le toxique, c'est dans un deuxième temps, mais ça peut être dans un premier temps en fonction de ce que va nous dire le patient. Et puis surtout, il va y avoir un deuxième moment, c'est là que le travail va commencer. Et en plus, un travail double, parce que généralement, si vous êtes un peu comme moi et comme tout le monde, vous allez avoir tendance à regarder votre résultat de bilan sanguin du laboratoire, et puis regarder les petites étoiles. On a un autre problème, c'est que les petites étoiles, c'est pas celles-là qui nous intéressent. La plupart du temps, il n'y en a pas beaucoup. Le plus gros des problèmes, c'est surtout les étoiles qu'il n'y a pas, et il va falloir expliquer aux patients pourquoi, en fait, non. Elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas, mais les résultats ne sont pas bons et peuvent expliquer une souffrance cérébrale. Et donc là, on a un double problème pour le fait que ces bornes de laboratoire ne sont pas valables pour le cerveau. La plupart, elles sont faites pour des problèmes aigus, c'est-à-dire une hospitalisation. Vous avez une appendicite, on vous dose la protéine de l'inflammation, la CRP. Bon, on ne va pas être étonné qu'elle soit à 200, 300 en cas d'appendicite. Et du coup, si on regarde les bornes, là, moi, quand je dose la CRP en routine à quelqu'un qui n'est pas hospitalisé, la borne inférieure, c'est 20. Et en hospitalisation, si vous avez passé l'appendicite, on est plutôt content que votre CRP elle soit à 20, 25, 30. C'est plutôt un bon signe. Sauf que dans le quotidien, pas du tout. Une CRP, à partir du moment où elle est positive, donc supérieure à 5, et parfois même on va aller jusqu'à la CRP ultra sensible pour aller voir exactement, en fait, s'il y a une toute petite inflammation, inférieure à 5, mais positive quand même, c'est pas normal, et au long cours, c'est ça qui va faire la toxicité. Et la même chose, en fait, va s'opérer pour tous les paramètres, ça c'était le premier problème. Le deuxième problème, ça va être les vitamines. Toutes les normes des vitamines ont été faites sur leur découverte. Et historiquement, si on prend la vitamine B12 par exemple, eh bien, on l'a découverte sur des gens qui avaient des anémies et qui avaient des globules rouges en nombre insuffisant et de taille énorme. On a découvert comme ça que cette anémie, elle était liée à une carence en vitamine B12 et qu'il suffisait juste de supplémenter en vitamine B12 pour établir cette anémie. Sauf que le problème, c'est qu'après, du coup, on a fait les bornes, on a regardé en population générale. Au-dessus de 200, il n'y a pas d'anémie. La moyenne en population générale, ils sont à 500, donc c'est bien. Puis on va mettre une borne du coup supérieure à 800. Mais le problème, c'est que votre cerveau, il va souffrir en dessous de 500. Et ça, les neurologues, ils le savent depuis déjà maintenant bien longtemps. C'est-à-dire qu'ils observent des neurodégénérescences avec des carences en vitamine B12. Donc toutes les vitamines, en fait, vous prenez la moyenne du laboratoire, ça devient votre nouveau minimum. Vous mettez plus 30% au maximum et ça devient votre nouveau maximum. Sachant que ces bornes-là, on a l'impression, oui, c'est bien si on est au milieu. Ou dans la borne. Non, les vitamines... Ni à droite ni à gauche, au milieu. Et voilà, non, les vitamines, il faut se rapprocher le plus possible de la borne supérieure. On devrait peut-être même pas mettre de borne supérieure et laisser à la libre interprétation du spécialiste, parce que ça va rassurer le patient de se dire... Je suis quelque part au milieu, alors que même pas. Un fonctionnement optimal du cerveau, il faut être dans la borne supérieure. Donc voilà, tout ça, ça va prendre du temps. En consultation, il faut prendre le temps d'expliquer tout ça, parce que souvent, du coup, c'est aussi une incompréhension. Il nous reste 2 minutes, docteur. Quand on parlait d'observer les pathologies, on parle de pathologies cardiovasculaires, de prise de poids, d'obésité, de modification des habitudes de vie, c'est tout ça? Sédentarité, alimentation déséquilibrée. Le mode de vie qui a changé, en fait, les gens sont de plus en plus malades. Les dernières études montrent une explosion de tous les problèmes métaboliques. Pour vous citer la plus alarmante, qui a étudié les Américains sur 10 ans, elle montre que 9,7 Américains sur 10 n'est pas sain d'un point de vue métabolique. Et ça fait le lit des maladies cardiovasculaires, évidemment, de l'inflammation, mais aussi de la souffrance cérébrale. Et ça, on peut le réverser facilement. C'est ça aussi la révolution de la psychiatrie métabolique, mais pas que dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine de la neurologie, dans le domaine de plein d'autres spécialités, c'est qu'on peut renverser ça. Mais encore déjà, faut-il l'annoncer aux patients. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de prédiabète, c'est presque criminel aujourd'hui de parler de prédiabète. Quand on dose l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c, sur des critères laxistes internationaux, vous êtes déjà en stade 1 de diabète à partir de 5,7% à votre hémoglobine glyquée. Je dis ça parce que ici en Andorre, on a de la chance, les médecins sont très sensibilisés et ils font énormément l'hémoglobine glyquée à tous les patients. Donc je suis sûre que pratiquement tout le monde ici dans ce studio l'a eu une fois et je vous invite à regarder parce que si c'est supérieur ou égal à 5,7, vous êtes en diagnostic de diabète de stade 1, qu'on appelle parfois prédiabète, mais c'est un syndrome métabolique, c'est un trouble métabolique. Mais comme toujours, très intéressant. Merci de votre visite. Et un de ces jours, on se revoit. Aujourd'hui, doncs, ho dic en català, com tractar sense medicaments ni psicoteràpia la revolució, com deia, de la psiquiatria metabòlica. Docteur Dufournet, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Bonne journée.
Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai.